Là, on est place François Mitterrand, à Viry-Châtillon. Luc, peut-être, vous habitez juste là? La petite cité en pavillon à côté, pavillon Phoenix. Vous pouvez nous décrire un petit peu où on est? C'est On quoi habite ici? dans une place François Mitterrand qui auparavant s'appelait la place du Buisson-Borgne, qui a été débaptisée sous Mitterrand. Il y a d'ailleurs une petite statue de Mitterrand à côté là, qui a été inaugurée par sa femme. Il est mort en 89 ou 10, donc c'est en 91 qu'elle a été inaugurée. C'est une place qui vit bien, mais qui a pas mal de petits soucis, de rodéo moto ou voiture, de dealers qui font chier un peu tout le monde. Mais il y a une bonne ambiance. Un peu d'alcoolisme aussi, c'est un peu gênant. Mais les gens sont conviviaux, il y a une petite baraque à bouquins. Donc ils déposent ou ils prennent des bouquins derrière le kiosque. Avant, parce que moi je suis né ici, je suis arrivé en 63, l'année de ma naissance. C'est mon père qui a fait la petite cité, là, c'était une cité d'Abbé Pierre. Et donc on est venu là avec mes 4 frères, ma soeur ici. On a grandi et la place s'est modifiée énormément. Avant il y avait une poissonnerie, une boucherie, un frimeur, une poste même. Maintenant c'est tout différent et ça manque un peu de vie et commerce, quoi. Heureusement qu'il y a le Proxy qui amène beaucoup. Donc il y a des dépannages, c'est un peu cher, mais ça dépanne, ils sont ouverts tout le temps. Tabac aussi est ouvert tout le temps, sauf ce jeudi. Donc quand je suis fumeur, c'est pas mal. Voilà, je passe la main. Angélique, Émilie, est-ce que ça vous parle ce que dit Luc là? Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, parce que moi je suis de la Silaf, on a les mêmes problèmes, hein, c'est aussi un quartier populaire. Il a été rénové, mais pareil le soir, là en ce moment je suis en retard parce qu'il fait chaud. Et on a tous les jeunes, plus ou moins jeunes, hein, parce qu'il y a quand même de tout, qui sont en bas, sont en train de boire, écouter la musique très fort. Pourtant il y a les caméras de surveillance, hein, donc voilà. Et ils font des rodéos, que ce soit d'ailleurs en voiture ou en 2 roues, n'importe. Et ils embêtent le monde quoi, avec leur trafic aussi en plein air. Hier, mon fils, en ramassant les déchets, on est quand même tombé sur des sachets vides de stupéfiants, quoi. Donc je lui ai dit, t'y touches pas, à la main en tout cas. Donc ouais, c'est un peu embêtant. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ça? C'est malheureux à dire, hein, mais plus de descente. Après, je sais qu'ils sont pas assez nombreux, ils peuvent pas être partout non plus. Et que les peines soient réellement appliquées au fait. Parce que bon, c'est bien un pauvre petit, il a ça, il vient d'ici, non, il va pas aller en prison. T'as fait une connerie, t'assumes. Là tout à l'heure, ce qu'on me disait, mais c'est que par exemple ici avant il y avait une MJC. Nous, on a une MJC qui fait beaucoup de choses aussi. Bon, nous, on n'y va pas trop parce que j'ai 3 enfants. Parce que mon dernier est atteint d'autisme et donc ne va pas trop vers les autres. Et il n'a pas trop d'intérêt sur les activités qu'il y a sur la MJC pour lui. Mais après, ce qu'il propose, les activités sont sympas quand même. Je sais qu'il y en a beaucoup du quartier qui y vont. Donc voilà. Ce qui serait bien aussi, c'est que les personnes qui se garent sur les places handicapées qui n'ont pas y être soient systématiquement amendées. Et que ce soit sur la voie publique ou à des parkings privés comme les supermarchés. Parce que même si on marche, quand un enfant, par exemple le mien, est en crise, je ne peux pas traverser un parking pour le ramener à la voiture. Et ça serait bien que ça soit respecté, quoi. Angélique? Angélique n'est pas d'ici, du Alors quartier. oui, moi je suis pas du quartier, je suis plutôt vers le centre, mais c'est vrai que j'ai vécu dans beaucoup de cités en fait, dans le 93, le 94, à Igny, etc. Et c'est vrai qu'il y a la même problématique en fait à chaque fois dans toutes ces cités, c'est l'abandon total en fait. Des MJC qui ferment. Il y a aussi, avant il y avait beaucoup d'éducs de rue aussi qui aidaient beaucoup et qu'on a supprimé. Et ils faisaient un travail formidable et je trouve ça quand même dommage qu'on les ait retirés. Et pour tout ce qui est deal, alors moi j'ai une vision un peu différente des choses, c'est-à-dire que je pense que s'il y avait déjà beaucoup plus d'espoir qu'aujourd'hui le salaire faisait vivre dignement les gens, il y aurait beaucoup moins de gens qui se tourneraient vers le deal déjà. Et je pense qu'en fait, d'arrêter les tout petits, en fait, ça n'arrête pas l'hémorragie. Alors moi je suis dans le soin, donc je compare ça un petit peu, quand on arrive et qu'il y a quelqu'un qui arrive, je sais pas moi, avec la jugulaire ouverte, on coupe l'hémorragie, enfin on arrête l'hémorragie, on s'amuse pas à ramasser les gouttes au sol. Donc je pense qu'en fait, tant qu'on n'attaquera pas les vrais gros trafiquants en fait, et ce genre de choses, en fait, il y aura des répercussions. Et puis tant que les gens ne vivront plus de leur salaire, et parfois ils prendront ce genre de choix pour vivre dignement en fait.
Et je pense que c'est surtout là où il y a un souci. D'ailleurs, je pense qu'avant, il y avait beaucoup moins de personnes qui se tournaient vers cette solution-là, tout simplement parce que si on faisait des heures supplémentaires, elles n'étaient pas imposées, on pouvait sortir la tête de l'eau, etc. Il y avait plein de choses qui étaient mises en place. Et donc là, comme les aides sociales baissent, que l'accès au logement est plus difficile, que les loyers sont toujours plus élevés et que les salaires ne suivent pas, eh bien malheureusement, il y a une partie de la population qui se tourne vers cette solution-là parce qu'ils n'en trouvent pas d'autres. Et puis très souvent, c'est un public quand même qui est rarement embauché, qui trouve difficilement du travail ou du travail qui bousille le corps, le dos, etc. Et on ne peut pas le faire ad vitam aeternam. Ça vous parle ou pas? Oui, quand même, c'est vrai que moi je suis à ESH, j'étais l'UXP avant, j'ai dû arrêter mon travail pour m'occuper de mon enfant parce que lui, une journée d'école, c'est compliqué, donc le mettre en période scolaire, c'est pour le récupérer le soir très énervé ou on ne peut plus lui parler ou parce qu'il part en crise ou quoi, c'est pas la peine. Je privilégie ma vie de famille. Et c'est vrai qu'une ESH, pour un travail de 24 heures, avec la prime, parce que j'ai 3 enfants, je touche 1111 € net par mois. Je fais comment pour vivre avec 1111 € net? C'est pas possible. Tous les mois, c'est des découvertes parce que je peux pas faire autrement. Je ne pars plus en vacances, pourtant j'ai de la famille. Donc je peux accueillir la famille, mais il faut payer le trajet. Je peux pas, parce qu'il y a l'essence, le péage, le train à payer. Non, on va rester encore cet été ici, on va sortir. Et voilà, je voulais les amener par exemple à Aqua Boulevard, je connaissais pas les prix. 140 € pour 4 personnes. On n'a pas le droit de pique-niquer, on ira à la piscine municipale, ça va vraiment cher. Aqua Boulevard, c'est à Paris, dans le 15e. Je pense pas qu'on va construire un Aqua Boulevard ici, encore que... C'est les tarifs qui sont exorbitants. Mais là, par exemple, la municipalité, concrètement pour vous, là vous dites que vous avez un petit salaire et que ça vous empêche de faire des vacances, etc. Vous pourriez attendre quoi de la municipalité? J'ai quand même de la chance, après c'est la loi donc il n'a pas le choix. Mon fils n'est pas scolarisé sur la commune puisqu'il est en Ulysse pour les troubles du langage qui n'y a pas sur la commune, donc il est sur notre commune. La mairie participe pour son repas le midi parce qu'il reste à la cantine. Comme si je payais comme si qu'il restait à la cantine à Berry, mais ça c'est la loi donc on n'a pas le choix. Je pense que déjà s'ils pouvaient réautoriser, là la piscine j'ai appris qu'elle était fermée, le bassin extérieur était fermé pour travaux. Mais ça serait bien qu'à la réouverture, ils autorisent de nouveau les pique-niques à la piscine, chose qu'on ne peut plus faire depuis qu'il y a eu le Covid. Je trouve ça dommage parce qu'on passait des bonnes journées. Après c'est vrai que les gens sont sales, la preuve ce matin avec tout ce qu'on a ramassé. Mais c'est vrai que si on peut pique-niquer dans la piscine, pas dans la piscine mais autour des bassins, dans la partie pelouse, ça serait bien parce qu'au moins on peut passer une journée sympathique à la piscine qu'on ne peut pas faire. Surtout que celle-ci il y a des toboggans donc on a de la chance. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour que ce soit encore mieux ici? Remettre des éducateurs de rue. Il y a une époque, on avait une bonne équipe, qui s'appelait les Jeunes de l'Orge. Ils faisaient un travail fabuleux. On allait à la neige, on allait à la mer, on allait à la Fontainebleau, on venait à tous les concerts, on était voir les goûts, on était des tas de trucs de super qui empêchaient les jeunes de sombrer dans la merde. C'était toute une équipe, il y avait un travail pour que les filles viennent aussi, parce que les parents ne voulaient pas trop sur les maghrébins. Et ça, c'est un truc qui est nécessaire à remettre pour que les jeunes ils n'aillent plus vers des conneries. Quand est-ce qu'ils ont été enlevés, les éducateurs de rue? Une trentaine d'années. Il me semble que c'est à l'époque de Sarkozy qu'ils ont commencé à être retirés en masse, les éducateurs de rue. Mais là, j'ai l'impression que les éducateurs de rue, tout le monde dit qu'il faut les remettre. Bien sûr, ils faisaient un travail formidable, ils permettaient à plein de jeunes de ne pas justement tourner mal, ils faisaient énormément de médiation et ils faisaient aussi un lien entre justement les jeunes et la police aussi pour que ça se passe mieux et que les interventions soient quand même moins musclées et plus ciblées. Et il y avait aussi... il y avait plein de choses en fait qui étaient mises en place pour aider en fait... pour faire en sorte que tout se passe bien dans les cités. Et en fait, on a beaucoup besoin de médiation, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qui manquent. C'est-à-dire que même au niveau de l'éducation, j'ai bien vu en fait les deux côtés de la barrière, parce que j'ai des amis qui ne sont pas du tout du même milieu social que moi, et on lit pas les mêmes livres, on ne donne pas en fait les connaissances nécessaires pour pouvoir réfléchir comme il faut sur sa condition, sur la condition humaine, sur plein de choses. Je pense aussi comment que... ça, on lit pas les mêmes livres? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, j'ai bien vu que les livres qu'on a dans les écoles de cité, etc., sont quand même beaucoup moins
évoluer en fait on a beaucoup moins de véritable littérature parce qu'en fait on ne croit pas capable de comprendre, ce qui est complètement faux. Un enfant de toute façon c'est une éponge, donc il comprend tout ce qu'on lui raconte. Et en fait il y a aussi des niveaux de baisse de classe aussi, parce qu'on a forcément des enfants qui ne parlent pas bien français. Il faudrait faire des classes pour leur apprendre le français en accéléré, etc., sans qu'ils soient avec des cours supplémentaires, ceux qui soient détachés des autres, parce qu'au contraire en fait c'est en restant ensemble que les uns et les autres s'entraident et que ça fait évoluer dans le bon sens tout le monde. Pour le handicap aussi d'ailleurs, on a vu que ça faisait beaucoup ses preuves. Et je pense aussi que les cours de philosophie devraient être enseignés beaucoup plus tôt, qu'en fait il y a plein de choses qu'on peut mettre encore en place et qui commencent quand même. Les idées pointent le bout de leur nez, et comme toujours après il faut beaucoup de temps pour mettre les choses en place, mais il y a beaucoup de profs aussi qui se battent pour ça. Donc voilà, je pense qu'il y a plein de solutions, mais comme toujours c'est un budget, mais il faut faire des choix. Émilie, vous voulez réagir ? Pour les élèves qui ne sont pas francophones, au niveau du primaire, ça existe aussi en dispositif collège. Il y a le dispositif IP2A, où les élèves non francophones vont dans une école normale, vont sur le dispositif apprendre le français par exemple, et vont après dans leur classe ce qu'on appelle l'inclusion. Attention au micro, Émilie. Pour faire le reste, pour apprendre la même chose, être mélangé avec les autres enfants, comme les dispositifs Ulysse, puisque mon fils est en dispositif Ulysse. Il existe différents types d'Ulysse suivant leur handicap, mais par contre il devrait y en avoir dans toutes les écoles, parce qu'actuellement c'est en école élémentaire, puisque je travaille en élémentaire, donc en primaire c'est 12 élèves en Ulysse, qui sont après dans des classes d'inclusion. On n'a jamais les 12 élèves en même temps, Excusez-moi. C'est votre fils qui réclame un peu d'eau, comment il s'appelle ? Noah. D'accord. Et donc voilà. Et donc ils sont 12 et on les a jamais en même temps, puisqu'un élève de CM2 peut très bien faire du CP. On réagit par rapport à leur niveau. Et il n'y a pas assez de place. Il y en a encore moins en collège et encore moins en lycée. Ça fait que là par exemple, beaucoup d'entre nous cette année on n'a qu'un seul partant, puisqu'il passe en collège. Donc on n'a qu'une seule entrée. Mais du coup il y a bien plein d'enfants qui restent sur le carreau, qui restent en normal, parce que faute de place. Et en collège, après, c'est pareil. Même s'ils sont déjà en Ulysse école, ils n'ont pas forcément de place en Ulysse collège. Et il devrait y en avoir dans chaque collège, en fait, pour que ça soit plus simple. Mais le problème, c'est qu'il faut aussi des profs spécialisés pour qu'ils puissent être avec eux. Il manque déjà des profs normaux, entre guillemets, et des profs qui ont une spécialité, c'est encore pire. Donc voilà, c'est appel à l'État et pas embaucher n'importe qui, puisque nous, on voit quand on a des remplaçants qui arrivent, certains remplaçants font peur, quoi. C'est malheureux, mais quand ils sont remplacés. Quand ils sont remplacés, mais même en élémentaire, quand on en voit arriver, des fois ça craint, quoi. C'est pas beau de dire ça parce que je travaille dans l'éducation nationale, mais c'est quand même. Mais c'est pas de la faute des professeurs, ils sont les premiers à le dire. C'est au fait. Même nous, on arrive, on nous met sur le tas, on n'a pas la formation. Moi, j'ai la formation parce que j'étais éduque avant. Mais c'est vrai que même les profs, ils arrivent comme ça sur le tas, tout va bien, le monde est beau, mais non, en fait. Non, et puis en plus maintenant, les professeurs, on leur demande aussi d'être professeurs de tout et n'importe quoi. Ils sont prévenus à la dernière minute, ils doivent faire les cours vite fait avant d'avoir les élèves. Et il y a aussi l'aide aux devoirs qu'il n'y a plus. En fait, maintenant, c'est une garde. C'est-à-dire qu'ils font acte de présence, mais ils n'aident plus les élèves aux devoirs. Et donc, les élèves qui n'ont pas des parents qui peuvent les aider sont forcément en échec scolaire s'ils ne peuvent pas avoir une aide là-dessus. Donc ça aussi, c'est important. Ce qui concerne Viry, au niveau de l'étude, parce que mes enfants ont quand même fréquenté l'étude, c'est fait par les animateurs et quelques enseignants. Sauf que quand on tombe sur les animateurs, il y en a qui sont très bien, mais il y en a un autre qui a un niveau scolaire où ça craint, quoi. Quand ils corrigent les devoirs d'un enfant et que la correction en plus elle est fausse, ça fait mal, quoi. Quand on est tant que parent et qu'on regarde derrière, ouais super, il a corrigé mais c'est faux, donc. Bon, on va conclure. Chacune, est-ce que vous avez une phrase que vous pourriez dire pour parler de Viry, Châtillon ? Métamorphose obligée. Obligé de changer, quoi. On peut pas rester comme ça. C'est pareil. Accentuer la sécurité pour que nos enfants puissent sortir et qu'on puisse avoir l'esprit tranquille, parce que moi j'ai un enfant aussi de 17 et 15 ans, et celui de 15 ans c'est un casanier, mais celui de 17 ans il sort, mais j'ai toujours peur, quoi, parce qu'avec tous les risques qu'on voit, il suffit juste de passer là au mauvais moment et d'être pris dedans, et c'est compliqué, quoi. Parce que le dernier risque qui a eu lieu sur mon quartier, mon fils sortait ce soir-là, je fais tu vas attendre, je lui fais tu iras plus tard.
Eh bien, je pense que c'est une ville qui est vraiment par quartier. C'est-à-dire que selon les quartiers, on n'a pas du tout les mêmes classes sociales, on n'a pas les mêmes problématiques, on n'a pas les mêmes discours. Mais on voit quand même que c'est une ville qui fait un effort pour essayer quand même d'avoir une certaine solidarité, une cohésion selon les endroits. Et je pense quand même que c'est... Auto-organisation des habitants et des Exactement, ce sont les habitants plus que parfois le pouvoir mis en place qui prennent beaucoup d'initiatives. Et je trouve ça très beau quand même. Et c'est comme ça, comme par exemple ici on a un mouvement de nettoyage citoyen, mais il y en a qui se font, et d'ailleurs même parfois à mon initiative, où on va voir des jeunes, etc., avec nos poubelles autour du lac de Viry, etc., et tout le monde participe. Et je trouve ça quand même, je trouve que ça donne quand même beaucoup d'espoir pour la suite, parce qu'aujourd'hui, comme on peut quand même se réunir et puis parler quand même un petit peu à tout le monde, on peut un peu plus attirer des personnes qui ne sont pas forcément au courant en fait de certaines problématiques, même si elles habitent à côté. Et je trouve que de donner cette information-là et de pouvoir vraiment parler sans préjugés, sans forcément penser, voilà, il y a telle personne qui vient de telle classe sociale ou qui habite dans tel quartier, etc., elle ne comprendra pas. C'est complètement faux, en fait. On a des gens de partout qui viennent de partout. Et donc, je trouve que c'est important et c'est un petit peu... En fait, je trouve que Viry, ça représente un petit peu la France, en fait. C'est-à-dire que on voit vraiment que la population essaye de faire au mieux et que derrière, il n'y a pas forcément les budgets nécessaires, mais on lâche rien. Merci. Merci à vous. Oui, c'est très gentil de nous laisser la parole, c'est agréable.